Et chaque panel se verra quand même être piloté par un modérateur qui va un petit peu pour mener le débat, en tout cas toute la discussion de cet événement-là. Merci. Donc, récemment, vous avez la parole. Merci. Donc, je vais présenter mon livre à ce salon du livre africain par ceci. Attrape et farce de monarque du Congo, comme vous le voyez à l'écran. Alors, ce livre, le titre, il est évocateur. Le titre, il fait peur. Attrape et farce de monarque du Congo, il s'agit justement du vécu quotidien des pays africains qui sont enclins à modifier des constitutions à chaque fois qu'interviennent deux mandats présidentiels ou un mandat présidentiel selon les régimes des pays. Au Congo-Brazzaville, depuis 1960, date de l'indépendance du pays, et jusqu'à 2016, le pays a connu 8 constitutions. Et chaque constitution ne dure que 10 ans en moyenne. Cependant, on a modifié 8 fois la constitution sans changement réel sur les conditions de vie des populations. Quelle est la raison? La raison, c'est une sclérose idéologique. On prend goût au pouvoir, on prend goût à gérer le pays, on prend goût au slogan, mais on ne prend pas goût à mettre en valeur les programmes réels de développement. Et aujourd'hui, le sujet est d'autant plus d'actualité puisque au Sénégal, c'est le même risque. Troisième mandat. On vote la Constitution, on limite les mandats, mais à la fin des mandats, d'exercice de mandat, on veut continuer à exercer. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et pourtant, il y a plusieurs opportunités pour nos élites africaines de s'exprimer au niveau international, au niveau national, ou par exemple dans la défense des causes de santé, les causes de l'environnement, ou les causes des femmes. Il y a plusieurs domaines d'activité. Mais nous, en Afrique, on est enclin à rester, à modifier des constitutions. Et pourtant, tous ces présidents, les uns après les autres, tous ces gouvernants, les uns après les autres, prêtent serment lors de leur cérémonie d'investiture à respecter la Constitution. Cependant, d'un point de vue strictement socio-politique, ils ne croient pas aux mots qu'ils disent. Lorsqu'ils disent « je jure fidélité pour respecter la Constitution, l'état de droit, les libertés », ils ne croient pas ce qu'ils disent. Par contre, ils découvrent les merveilles de la Constitution une fois qu'ils sont en fin de mandat. Soit ils sont en étranger parce qu'il y a eu changement ou soulèvement politique. À ce moment-là, ils demandent la protection internationale au titre soit du droit d'asile, soit de quelque motif que ce soit, par rapport à la constitution des autres pays où ils demandent l'asile. Parce que dans les autres pays, leur constitution prévoit le droit d'asile, de respecter les droits de l'homme, etc. Et ils viennent tous ici, en Espagne, en France, à Londres, etc. Alors le livre précise encore pourquoi cette sclérose idéologique en Afrique à vouloir regarder que la Constitution, alors que ce n'est pas la Constitution qui crée les entreprises. Vous pouvez avoir 10 constitutions par année, ça ne changera rien si vous ne libérez pas les énergies en matière de liberté d'entreprise, en matière d'entrepreneuriat féminin, en matière d'amélioration des conditions de femmes, qui sont par ailleurs des meilleures actrices de développement. Modifier la Constitution, ce n'est pas la solution. Et le livre propose ceci. Au lieu de casser la Constitution à chaque fois, qui crée des tensions sociales, parce que quand on veut réviser la Constitution, il y a l'opposition qui se soulève, il y a des manifestations, il y a des répressions, surtout dans nos pays africains. On n'accepte pas la manifestation. Même si elle est pacifique, il y aura toujours des bêtes de sang. On voit aujourd'hui au Sénégal, on a vu précédemment au Congo-Brazzaville, on en a vu en Guinée, on en a vu au Gabon, on en a vu au Cameroun. Donc ce n'est pas la solution. Il faut plutôt laisser la Constitution telle qu'elle est là. En revanche, on peut modifier tel article ou tel chapitre de la Constitution qui est désuet. Par exemple, dans la dernière Constitution du Congo-Brazzaville, il y a 2 instances qui sont similaires. Dans la Constitution du Congo-Brazzaville, il y a 2 instances qui sont similaires. Le défenseur des droits et puis la Commission nationale des droits de l'homme. On peut par exemple faire une modification constitutionnelle rien que par rapport à cet article-là, soit on fusionne les 2 instances, soit on en supprime une. On a aussi le titre 12, le Conseil économique, social et environnemental.
Même en France, on doute de l'efficacité de l'extension. Donc, on peut modifier la Constitution rien que pour supprimer ce titre-là, parce que du point de vue de l'efficacité, on voit que ça ne sert à rien, ça coûte que de l'argent à l'État. Plutôt que de casser toute la Constitution, on crée une nouvelle. Et le plus souvent, lorsqu'on les présidents font l'exercice de gouvernement, on fait des révisions des constitutions, qu'est-ce qu'ils font? Tous les 101 articles de la Constitution restent intacts. C'est que le chapitre président de la République qu'on modifie, gouvernement qu'on modifie, Assemblée nationale qu'on modifie. Tout le reste, c'est les mêmes dispositions des anciens articles. Les droits de l'homme, le président nomme l'ambassadeur, ça ne change pas. Les forces publiques, c'est l'armée, la police, la gendarmerie, ça ne change pas. La Cour suprême, ça ne change pas. L'autorité judiciaire, ça ne change pas. La liberté de la presse ne change pas. Ce qui ne change que la durée du mandat du président. Comment faire pour devenir président? Quelles sont les conditions? On tourne en rond dans ce cycle de pauvreté idéologique et culturelle. Et donc le livre donne un espoir. On ne casse pas la Constitution pour pouvoir garder la stabilité de l'État. Parce que lorsqu'un pays est stable, ça attire les investisseurs au Congo, ça attire les investisseurs au Sénégal, ça attire les investisseurs au Tchad. Mais lorsque on fait des coups de force, on supprime la Constitution, on met un régime de transition qui dure 2 ans, on freine l'élan du développement que le pays avait pris. Et je vais terminer par ces 2 exemples. La Chine a modifié sa Constitution en 2018. Et toujours le chapitre président, le président chinois aujourd'hui peut rester autant qu'il veut au pouvoir. Personne n'en parle. Il n'y a pas question de droit de l'homme. Puisque la Chine est maintenant la première économie mondiale, puisque la Chine elle est le bailleur des États-Unis, puisque la Chine elle concurrence le monde, puisque la Chine qui a participé à la création des Nations Unies, elle dirige l'Organisation mondiale du commerce. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'impact sur le niveau de vie des populations. Dernier exemple, en Afrique australe, Kenya, Tanzanie, Burundi, Malawi, Afrique du Sud, on entend jamais parler de modification de la Constitution. Parce qu'eux, ils sont consultés par des partenariats internationaux entre l'Union africaine, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, ou l'Union européenne, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, etc. Ou encore les organes des Nations Unies, UNESCO, OMS, Programme international mondial, FAO. Eux tirent profit de cette coopération internationale décentralisée multisectorielle. Ils ne s'occupent pas de la Constitution et le pays se porte de mieux en mieux. Et il y a la stabilité et il y a la confiance pour les investisseurs internationaux. Donc voilà la réflexion que nous avons posée en disant en plus que au Congo, il y a l'élection qui va arriver en 2026. Et il y a déjà encore un spectre de modification de la Constitution qui se profile. Un spectre encore. Donc le livre propose à ce que toutes les élites intellectuelles politiques, la société civile prennent conscience que ce n'est pas la Constitution qui va augmenter la balance de paiement du pays, ce n'est pas la Constitution qui va augmenter le niveau de PIB du pays, non. C'est plutôt en libérant les élites parce qu'il n'y a pas de meilleure Constitution, il n'y a que la démocratie elle-même, en respectant les points de vue de l'opposition, en respectant la prise en compte de tous les acteurs de développement au service du gouvernement et des instances décisionnaires, on permet à ce que l'éducation des jeunes, voilà la meilleure façon de mener un programme qui puisse permettre à ce que le pays change. Voilà un peu ce que nous avons conçu en élaborant ce livre. Il est tout petit, facile à lire, dans un français accessible à tous. J'ai épargné au lecteur l'aspect rebarbatif du droit, parce que le langage juridique fait tellement peur que même les politiques n'aiment pas. Les politiques n'aiment pas les intellectuels parce que c'est des vertus. Les politiques n'aiment pas les juristes parce que c'est des donneurs de leçons. Donc je l'ai fait en expression simple pour permettre aux uns et aux autres, à tous les acteurs, de prendre conscience de l'effort collectif que nous avons à faire pour pouvoir contribuer à transformer le pays sans critiquer les uns, sans frustrer les autres et pour amener tout le monde dans les valeurs de la culture de l'humain. Merci. Merci Osama. Je rappelle qu'Osama est un grand écrivain. Il a écrit 22 livres, ce qui n'est pas quand même petit. Par contre, il faudra rester pour répondre aux questions.
Donc, en gros, ce que j'ai compris moi de ce livre-là, donc il met en opposition ce qu'il appelle la sclérose idéologique au détriment du développement, parce qu'en Afrique, le plus souvent, et dans la plupart des pays, c'est comme ça. Ce qui nous dirige, quand nos présidents s'acharnent beaucoup plus sur la question, parce qu'ils veulent tout simplement rester au pouvoir au détriment du développement économique et sociétal de nos États. Et quand on se limite juste sur ça, aucun pays ne peut se développer lorsque le président ne s'intéresse pas spécifiquement au développement, mais qu'il est obnubilé uniquement sur le fait qu'il compte se maintenir éternellement au pouvoir, d'où on a la valse incessante de cette anarchie qui constitue certainement modifier de façon perpétuelle et permanente la constitution pour se maintenir au pouvoir au détriment de toute action liée au développement. Je crois que c'est un livre je ne l'ai pas lu, mais d'après le résumé de la couverture que j'ai eu quand même à consulter, je vois qu'il est assez critique. Il vous propose des solutions. Bon, j'espère que les solutions que vous proposez quand même vont être beaucoup plus réfléchies dans un mouvement beaucoup plus conséquent, au lieu de se limiter uniquement sur le constat que vous avez bel et bien, élaboré à travers, quand vous faites la comparaison entre certains pays qui ont acquis le développement, tout en se focalisant uniquement sur la modification de la constitution de aujourd'hui, à l'opposé de ton pays qui est le Congo. En tout cas, le livre est là, il est disponible. Et si vous avez également des questions par rapport à ça, le bureau reste ouvert. On va prendre 2 à 3 questions par rapport à ça. Et c'est dommage que ce consommant n'a pas présenté d'autres ouvrages parce que tous ces ouvrages traitent sur les questions fondamentales liées à l'aspect du développement économique et social au niveau de l'Afrique. Merci. Si vous avez des questions, le bureau reste ouvert. Oui. Bonjour, je suis Bayo Ratlo et j'ai une question pour Osman. En fait, moi, la question que je me pose pour le Congo Brazzaville, c'est que